Bienvenue à vous sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui vous permet d'automatiser, d'optimiser votre location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas, je te permets d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, on va parler d'optimisation des prix. On va parler d'optimisation des prix avec quelqu'un qui utilise le revenu management au quotidien. Cette personne, c'est Élise de J'affiche complet qui va pouvoir nous répondre à plusieurs questions et notamment à cette problématique, comment optimiser et fixer ses prix à la nuitée dans sa location courte durée, sur quelles variables jouer, qu'est-ce qu'on doit modifier, qu'est-ce qu'on doit faire évoluer pour justement avoir le maximum de cash et de revenus. Donc bonjour Élise, merci d'être présente. Bonjour Nicolas, merci pour ton invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui et avec vous. Eh ben, c'est un plaisir également de t'accueillir sur la communauté automatique BNB. Pour ceux encore qui ne te connaissent pas, est-ce que tout simplement déjà tu peux te présenter rapidement, nous expliquer peut-être ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Mon parcours, il a commencé en tant que salarié dans les entreprises de tourisme. J'ai fait de la publicité, j'ai fait du tourisme et à chaque fois, j'ai fait qu'une seule chose, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est du revenu management. Euh, je me suis formée dans ça et après, j'en ai fait pendant 10 ans. Mon dernier poste, je le faisais chez Club Med. J'étais en charge de l'équipe Europe-Afrique. Donc, avec mon équipe de 15 personnes, on optimisait 37 villages Europe-Afrique pour le Club Med en revenu management. Donc, c'était un portefeuille de 800 millions d'euros. Et après, j'ai fait une petite crise de la trentaine, envie d'entrepreneuriat. Je suis tombée aussi dans la marmite de l'immobilier. Je suis devenue loueur saisonnier pendant 1 an avec mon mari chez nous. Et en fait, quand je suis rentrée dans cet univers-là et dans l'univers de l'immobilier, je me suis rendu compte que quand on est loueur saisonnier, on avait les mêmes problèmes que je résolvais tous les jours chez Club Med. C'est-à-dire comment je définis mes prix, comment je mets mes durées de séjour minimum, comment je mets mes frais de ménage, mes conditions d'annulation, est-ce que je dois faire une promo, si oui, à quel prix, etc. etc. Et c'est comme ça qu'est né J'affiche complet pour en fait transmettre ces méthodes qui sont très souvent juste du bon sens paysan mais une fois qu'on les connaît, ça nous permet vraiment de changer notre chiffre d'affaires, de gagner beaucoup plus d'argent avec notre location saisonnière. Et c'est ça que J'affiche complet transmet au quotidien aujourd'hui. Donc la société existe depuis 3 ans. En janvier, elle existe depuis 3 ans. Ouh là 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 Félicitations. là. Merci. Aujourd'hui, je ne suis plus toute seule. On est une équipe de 5 personnes. Et j'ai la chance de travailler avec des gens brillants que j'adore vraiment. Et aujourd'hui, on travaille à former les particuliers et à prendre en charge le revenu management pour des portefeuilles d'appartements. Donc plus de 450 appartements et plus de 25 clients aujourd'hui. Ok, déjà, effectivement, comme je viens de te le dire, félicitations. Et je voulais qu'on puisse déjà définir, parce que c'est vrai qu'on vient de commencer l'interview, on a dû utiliser le terme revenu management à plusieurs reprises. Pour les novices ou pour le commun des mortels, est-ce que tu pourrais avoir une définition assez simpliste de ce que c'est que le revenu management pour que tout le monde comprenne de quoi on parle? Ouais, en fait, la grande phrase, moi je n'aime pas trop cette phrase, mais c'est quand même la grande phrase dans le métier. Le revenu management, c'est le bon prix au bon client au bon moment. En gros, concrètement, si on se parle hyper concret, l'idée c'est d'utiliser les prix ou les durées de séjour, par exemple, pour avoir le plus haut chiffre d'affaires possible. Donc le revenu management, il va faire en sorte d'avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible. Ok, donc le revenu management, c'est pas comme je peux l'attendre, enfin comme je peux l'entendre à certaines reprises, d'être moins cher que ses concurrents en permanence. Non, c'est pas ça. Et c'est pas non plus d'être plus cher que tout le monde en permanence. C'est un peu plus subtil que ça, parce que justement, c'est là où on revient sur le bon prix au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va pouvoir se dire qu'on a une certaine position sur le marché, d'autres moments où on a une autre position. Tout ça pour justement faire qu'on a un max d'argent, tout Et justement, simplement. comment on fait pour avoir ce bon prix au bon moment? Voilà, moi je suis loueur, comment je fais pour savoir que j'ai le bon prix au bon moment sur ma location? Alors, du coup, nous, on a une méthode avec différentes étapes, justement, pour aboutir à une bonne grille de prix. Concrètement, en général, quand on démarre, quand on est sous-loueur saisonnier, le premier réflexe qu'on va avoir, ça va être de se dire, bah, je regarde sur ma ville qui sont les gens qui font quelque chose qui ressemble à ce que je fais. Je récolte les prix de ces gens-là et je me mets dans la moyenne de ce qu'ils font. En général, c'est la façon d'aborder le marché. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes avec cette façon de faire.
La première, c'est que du coup, si les gens font mal leur prix, du coup, vous allez mal les faire avec eux. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis, le deuxième problème, c'est que du coup, ce sont vos concurrents qui décident de votre performance financière. Tu vois. Parce que si vous suivez les concurrents pour faire vos prix, au final, c'est eux qui ont les clés de votre activité, finalement. C'est eux qui décident de la rentabilité de votre activité. Donc, ce n'est pas une façon de fonctionner que je vais blâmer, mais en tout cas, ce n'est pas la façon de fonctionner qui va vous permettre d'avoir la meilleure rentabilité pour votre activité. Le mieux, c'est vraiment de suivre quelques étapes simples qui vont vous permettre d'avoir déjà une vision sur le futur. Donc, bien étudier votre calendrier, bien étudier les événements et réaliser vraiment avec des statistiques de marché une prévision du niveau de demande que vous allez avoir sur le futur. Quand est-ce que ça va être des périodes faibles, fortes, moyennes, etc. Et une fois que vous avez ça, vous avez une vision de votre calendrier, il va falloir y associer une stratégie. Donc, en période de faible demande, ça va être quoi votre stratégie de prix? Ça va être quoi votre stratégie de durée de séjour? Et plus globalement, quelle va être votre stratégie de frais de ménage, de conditions d'annulation, etc. Et souvent, on me dit, OK, bon, j'ai compris, mais du coup, mon prix, le chiffre, comment je décide comment je décide le numéro que j'écris dans la case? Eh ben, pour répondre très concrètement à cette question-là, il y a 3 éléments qui vont concourir à savoir bien mettre ce chiffre-là. Le premier élément, c'est l'historique que vous avez sur le bien. Donc, réussir à évaluer quand vous avez mis dans le passé tel prix, comment ça a fonctionné en période faible. Ou à l'inverse, en période forte, vous avez mis tel prix, comment ça a fonctionné. Si vous n'avez pas d'historique, ce n'est pas grave, on peut quand même s'en sortir avec l'étape 2. L'étape 2, c'est de le mettre en perspective avec le marché. Parce que se regarder simplement sa petite performance à soi-même, c'est vraiment très partiel. Il faut vraiment le mettre en perspective avec, globalement, pour les autres, comment ça s'est passé sur la ville à ce moment-là. Est-ce que vous avez été moins bon? Est-ce que vous avez été meilleur? Tout ça, ça donne aussi des billes pour savoir bien faire son prix. Si on n'a pas d'historique, du coup, on se base exclusivement sur le marché. Et puis le dernier élément qui fait quand même partie de l'équation pour réfléchir, c'est d'avoir une idée de la fourchette marché. Donc pas de se dire, tel concurrent, il est à 45 euros, donc je me mets à 45 euros, mais se dire, voilà, ce type de bien sur ma ville, ça vaut de temps à temps. Et donc avec les 3 éléments, comment vous avez performé selon les périodes, comment ça se passait pour le marché selon les périodes, et quelle est la fourchette marché à ce moment-là, vous arrivez à déterminer un prix. Ok. Et tu parles d'outils depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des outils qui sont accessibles à nous tous ou est-ce qu'il faut être voilà, du métier pour accéder à ces outils? Et est-ce que tu as des noms d'outils qu'on peut utiliser au quotidien si voilà, moi, je veux faire mon revenu management tout seul? Alors, dans les outils, il y a plusieurs types d'outils. Il y a 2 familles d'outils. Il y a l'outil de suivi des statistiques marché. Donc là, tu as des sociétés qui s'appellent RDNA. Il y a aussi son concurrent qui s'appelle Transparent. Donc, c'est S2E transparent.com. Nous, on utilise chez J'affiche complet pour optimiser le chiffre d'affaires des appartements qui nous sont confiés. On utilise Transparent. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Pardon, non, justement, on utilise RDNA. On utilise RDNA. Transparent est plus complet, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Oui, on recommande d'utiliser RDNA au moins ponctuellement pour avoir une idée des données marché. Et puis la deuxième famille d'outils sur la tarification, c'est toute la famille des algorithmes tarifaires. Donc là, c'est des systèmes qui vont faire le prix à ta place. Donc il y a 3 concurrents sur ce marché-là. Il y a PriceLab, il y a Bion Pricing et il y a Wheelhouse. En fait, ce sont des algorithmes qui vont aller récolter ce que font les concurrents et qui vont te mettre dans le prix par rapport à l'ambition tarifaire que tu as donnée au début. Parce qu'au début, on te dit c'est quoi le prix de base que tu peux mettre. Et donc, le calendrier va faire par rapport à ça, en fait. Ok, et justement là, tu parles de Price Labs. Souvent, lorsqu'on parle du revenu management, on nous dit, voilà, quel est l'intérêt pour moi de me former à ce sujet ou de déléguer ça à quelqu'un alors qu'il y a des outils comme justement Price Labs qui automatisent tout ça. Quel est l'intérêt pour moi d'aller déléguer ça et payer plus cher? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, Price Lab, c'est un système, c'est un ordinateur. Donc, ça va être très bien si, par exemple, vous n'avez pas forcément envie d'avoir la rentabilité maximum. Ce que vous voulez, c'est surtout ne jamais en entendre parler dans ces cas-là et que vous avez quelques biens.
Si vous avez un, deux, trois biens, ça va être très bien parce que vous mettez le truc. Si vous n'êtes pas à fond sur la rentabilité, ça va faire des prix et ça va se vendre. Donc ça, c'est le bénéfice de PriceLab. Maintenant, si vous êtes dans une optique de rentabilité la plus haute possible, ou si vous êtes gestionnaire de biens et que vous voulez avoir une démarche ultra professionnelle, dans ces cas-là, c'est incontournable qu'il y ait un cerveau humain qui aille vérifier ce que fait le système. Pourquoi? Parce que le système, il ne va pas être capable de gérer les événements, par exemple. Donc, ils ne sont pas capables de savoir que le Festival interceltique de Lorient, il s'est décalé d'une semaine. Il ne va pas bien faire en fonction aussi de la performance historique de votre appartement. C'est beaucoup en fonction du marché au tenté et du montant de prix de base que vous avez mis au début. Mais si vous n'avez pas remarqué que en fait, l'année dernière, vous avez vendu beaucoup plus cher que ça, le système, lui, il ne sait pas que l'année dernière, vous avez vendu beaucoup plus cher que ça. Et le troisième élément, c'est que l'ordinateur, il n'est pas capable d'aller sur des stratégies justement différentes de la concurrence. Et souvent, c'est justement quand on fait différent des autres qu'on arrive à avoir des résultats bien meilleurs que les autres. Donc, pour ces raisons-là, c'est des outils qui vont avoir leurs limites, qui sont déjà très performants avec tout ce qu'ils proposent, mais qui vont avoir forcément des limites par rapport à un cerveau humain. Donc, pour avoir la rentabilité la plus haute, il faut un cerveau humain. Donc, il y a deux options. Soit vous voulez que ce soit vous, le cerveau humain, et auquel cas, il faut se former sur ce truc-là. Soit vous voulez pas vous pencher sur le sujet, et auquel cas, il faut déléguer à d'autres cerveaux humains dont c'est le métier. Ok, et justement, si moi, voilà, je veux me former, euh, je veux que ce soit voilà, mon cerveau qui mette ça en place, combien de temps ça me prend pour un appartement ou pour un ensemble d'appartements pour optimiser voilà, mon revenu management? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que je sais combien de temps ça va me prendre à peu près? Ou en tout cas, quelles sont les actions que je vais devoir faire et surtout sur quelle périodicité je vais devoir faire ces actions? Alors ça, c'est une bonne question aussi, parce que justement, il y a un truc sur le fait de se former en revenu management, c'est qu'on va, OK, on va améliorer son chiffre d'affaires, mais on va aussi régler un problème qu'on a souvent quand on est loueur saisonnier. Et tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que tu ne me diras pas le contraire, c'est qu'on a une charge mentale assez dingue quand on fait de la location saisonnière. Il y a toujours un truc qui nous arrive. Et même si on a une équipe, etc., mais il y a toujours cette petite charge mentale. Et quand justement on décide de gérer soi-même ses prix et sa performance financière, ça fait partie des éléments qui sont dans la charge mentale. Parce qu'on se dit, ah mince, la semaine prochaine, c'est pas vendu. Qu'est-ce que je fais? Je baisse, j'augmente, et puis après on baisse, et puis on se dit, ah bah merde, ça s'est vendu, j'aurais peut-être dû rester au prix plus haut. Et donc c'est constamment ça, c'est la charge mentale pour être au fait tout le temps d'une meilleure performance financière. Donc se former, en fait, c'est sortir de ce truc-là. Parce que pourquoi on a de la charge mentale? Parce qu'on n'a pas de stratégie. Donc sortir de ce truc-là, justement en ayant un temps à passer pour construire une stratégie. Et une fois qu'elle est construite, alors, il ne faut pas se mentir, au début, il faut passer un peu de temps justement pour la construire. Mais une fois qu'elle est construite, c'est là où justement on est vraiment libéré de cette charge mentale et on a un temps beaucoup plus restreint à y passer. Nous, on recommande que quand on s'est formé chez J'affiche Complet et qu'on a construit avec nos méthodes sa stratégie de revenu management, et après, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on n'a que le dimanche matin sur sa terrasse une demi-heure à passer pour remettre à jour ses chiffres. On a un petit outil avec des voyants rouges, des voyants verts. Regardez si tout va bien et c'est tout, quoi. Si tout va bien, en 15-20 minutes, l'affaire est classée. Et sinon, allez, en une demi-heure, le temps de mettre en place les actions, parce qu'on fournit aussi des boîtes à outils, justement pour savoir comment réagir quand ça ne va pas, comment réagir quand ça va bien. Donc, en une demi-heure, l'affaire est classée, on réajuste et c'est fini. Et surtout, le reste de la semaine, on n'a pas de charge mentale de se dire, merde, ça part pas ou machin. Et justement, pour mettre en place ces actions, quels sont un peu les indicateurs qu'il faut regarder plus souvent? Euh, L'ensemble des loueurs parlent au quotidien de taux d'occupation. C'est souvent cette variable qui est souvent évoquée. On compare les taux d'occupation pour savoir si on loue bien ou si on loue pas bien. C'est vraiment le raccourci qu'on fait au quotidien. Est-ce que pour toi, c'est la seule variable? Je pense que non. Et sinon, quelles sont surtout ou quelles sont les autres variables qu'il faut aussi checker pour savoir si justement on a des actions ou pas à entreprendre sur notre revenu management? Alors, ouais, tu as raison de parler de taux d'occupation parce que c'est vrai qu'on a tendance au début à être un peu focalisé sur le remplissage, de se dire, ah, j'ai rempli ou j'ai pas rempli.
mais au final, ça ne va pas être l'indicateur qui va être le plus révélateur de la performance financière. Euh, c'est plutôt le chiffre d'affaires, ou sinon on en a un autre qui s'appelle le REVPAR. Alors, c'est un mot un peu technique, mais en fait, c'est juste pour dire que c'est un ratio entre le chiffre d'affaires et le nombre de nuitées qui étaient vendables, qui étaient disponibles à la vente. C'est ça qui va être plus un indicateur de est-ce qu'on a bien performé. Par contre, là, je peux partager vraiment une pépite qui est super importante et qui est présente dans notre outil. C'est pour ça qu'il a une grosse valeur ajoutée. C'est que souvent, les gens ont tendance à regarder taux d'occupation ou prix moyen ou chiffre d'affaires cette année par rapport à ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Donc, au final. Sauf que ça, c'est impossible. Il n'y a personne qui peut prendre des décisions par rapport à ça. Parce que si là, on dit sur le mois de novembre, tu es à 40% de remplissage et l'année dernière, tu as terminé à 80%. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que tu as un risque? Est-ce que tu as une opportunité? Est-ce que ça veut dire qu'il faut bouger tes prix ou est-ce qu'il faut même les augmenter ou les baisser? Là, avec ces deux infos, c'est impossible de savoir. Même en ayant 40 balais d'expérience, personne ne peut savoir ça. Mais Et ça, en fait, la c'est clé, important. Ok, parce que ça, déjà, avec ça, c'est important ce que tu dis. Parce que c'est vrai que quand j'échange avec des gens tous les jours, c'est justement, avec ces deux variables, ils modifient ou pas leur prix. En fait, juste en comparant des taux d'occupation. Donc, si je comprends bien déjà par rapport à ce que tu dis, ça, c'est déjà une erreur à éviter. exactement, exactement. Bah, tu vois, on met le doigt sur un truc qui est intéressant du coup parce que c'est en fait ces deux informations, elles sont bonnes, elles sont intéressantes, mais elles doivent être complétées avec une autre info. Et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, à part dans notre outil, il n'y a aucun système, ni channel, ni même tous les price live, beyond pricing, etc. Il n'y en a aucun qui fournit cette information-là. Et cette information-là, c'est quoi? C'est à quel niveau de remplissage j'étais l'année dernière à la même date. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tu vois, quand on regarde notre mois de novembre, je sais que l'année dernière, j'ai terminé à 80% de remplissage. Mais par contre, quand j'étais en début de mois l'année dernière et que je regardais mon mois de novembre, j'étais d'ores et déjà à 55% de remplissage. Donc c'est comme si on faisait un flashback dans le passé et qu'on se remettait au même endroit, mais pour l'année dernière. Et on se dit, ben, OK, quand j'étais en flashback l'année dernière, j'étais à 55% de remplissage, j'ai terminé à 80%. Cette année, je suis à 40% de remplissage. Ben là, regarde, quand on a ces trois infos, on sait tout de suite qu'on a un problème. Ça change tout. Ok, donc effectivement, c'est là où c'est important, c'est effectivement de croiser des variables, de multivariables, et non pas en prendre juste une ou deux et prendre des mauvaises actions par rapport à ça. Et justement, est-ce que toi, tu as d'autres erreurs que tu vois régulièrement, voilà, que tu voudrais nous partager et nous dire, voilà, surtout éviter de faire ces erreurs-là parce que voilà, beaucoup le font, mais c'est contre-intuitif et au lieu d'augmenter votre chiffre d'affaires et vos revenus, vous faites pour l'instant, vous faites l'inverse. Ouais, oui. Alors, il y a des erreurs qu'on voit beaucoup. Par exemple, une erreur, c'est de mettre toujours la même durée de séjour minimum toute l'année. De dire, bon, bah voilà, moi, je mets mine 2, par exemple, et puis à la limite, j'autorise de boucher les trous en une nuit, mais c'est tout. Ça, c'est hyper dommage parce que sur les périodes de forte demande, souvent, on peut être plus exigeant. On peut exiger du mine 3, du mine 4, donc du 3 nuits minimum, du 4 nuits minimum. On peut même parfois exiger le top de l'exigence. C'est souvent très utilisé en période de vacances scolaires sur les zones balnéaires ou ski. C'est d'exiger du 7 nuits minimum en samedi-samedi. Et donc ça, c'est vraiment le plus exigeant, mais vous pouvez tout à fait aller jusque-là pour maximiser le remplissage. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va nous éviter d'avoir du gruyère. Plus on a des longs séjours, quand on peut se le permettre, donc en période de forte demande, plus on a des longs séjours et plus on réduit le risque d'avoir des trous dans l'agenda. Et en fait, ça nous donne toutes les chances de faire un 100% plutôt que d'avoir des trous dans l'agenda. Donc ça, c'est une première erreur. Une deuxième erreur que je vois aussi pas mal, c'est de se dire je mets très cher en amont, puis après je baisserai si je vois que ça part pas. Ben, ça, c'est typiquement le truc qui crée de la charge mentale et qui ne crée pas forcément les meilleurs chiffres d'affaires. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait quand on n'a pas de stratégie. Pourquoi est-ce que c'est préjudiciable pour l'activité? Parce que alors, il y a deux options. Soit on est en train de se parler d'une période de forte demande. Et auquel cas, même si en dernière minute, mettons, on va reprendre l'exemple du festival interceltique, même si on est une semaine avant le festival interceltique et qu'on n'a pas vendu, il ne faut surtout pas baisser son prix. Ça n'a aucun sens.
puisqu'on sait, alors hors pandémie, hein, parce qu'évidemment, la pandémie, c'est toujours un peu sur les événements, là, ça nous a un petit peu changé la donne, mais on sait qu'on va remplir pendant le festival interceltique. C'est un truc national, c'est un truc phénoménal. Les gens viennent de loin pour ça. Donc, c'est justement là qu'il faut, tel un, tu sais, les gars qui sont en bourse, là, comme on dit, tel un trader, Ouais. il faut garder la tête froide et se dire, OK, je sais que les gens vont venir. Et même si, à la limite, je suis le dernier à avoir de la dispo sur ma ville, justement, c'est là où c'est génial parce que ben, c'est mon prix qui va décider du game, en fait, parce que je suis le dernier et que les gens, ils ont besoin de se loger, tu vois. Donc là, typiquement, il faut tenir ses prix. Et à l'inverse, si on se parle d'une... Donc là, je reviens sur le fait de mettre très haut en amont puis baisser au fur et à mesure. Si, donc ça, c'est si ça concernait une période de forte demande. Et si inverse, si ça concernait une période de faible demande, ben c'est dommage aussi. Parce que sur ces périodes-là, à l'inverse, on n'est pas sûr de faire complet. On est sur une période où il y a moins de gens qui ont besoin de se loger. Donc en gros, on prend un peu tout ce qui passe, tu vois. Donc ça veut dire qu'en amont, il ne faut surtout pas mettre ses prix chers puis baisser petit à petit. Parce que le bon prix, le prix de marché, il va être atteint que tardivement, en fait, quand on aura baissé, 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 baissé. Et ce prix-là, il aurait fallu le mettre très en amont pour se donner toutes les chances de trouver preneur et pas le mettre 5 jours avant la date d'arrivée, quoi. Parce que pour le coup, on n'aura que 5 jours sur lesquels on sera au bon prix et on va se donner des chances de trouver preneur, quoi. Moi, ce que je ressens, parce que maintenant, donc, bah, j'utilise tes services, hein, j'en ai déjà parlé régulièrement dans mes vidéos, c'est que, bah, effectivement, en termes de charge mentale, surtout que j'ai délégué cette charge, donc c'est vrai que c'est un gain de temps pour moi et une charge mentale en moins. J'ai aussi l'impression que ça me donne une stabilité financière. En tout cas, c'est vraiment cette sensation que j'ai. C'est que, il y a moins d'écart entre la saison haute et la saison basse. Alors évidemment, c'est une activité saisonnière, donc il y a toujours des revenus qui fluctuent, mais avant d'utiliser notamment tes services, il y avait énormément d'écart entre la saison haute et la saison basse, et je pouvais me retrouver, peut-être pas du quitte au double, ça serait mentir, mais en tout cas, un écart énorme entre la nuitée la moins chère louée dans l'année et celle la plus chère louée. Alors je ne sais pas si c'est moi, à titre perso, qui ai ce ressenti, ou si tu as le même ressenti avec d'autres personnes que tu accompagnes. Ouais, exactement. Je pense que ton ressenti, il est très juste parce que justement, faire du revenu management, c'est aussi s'assurer de continuer à bien surfer sur les périodes de forte demande, mais de booster aussi les périodes faibles. Et donc, c'est vrai que ça a pour bénéfice d'avoir du coup bah, une plus grande stabilité au fil de l'année, quoi. Et, et d'ailleurs, par rapport à ça, on peut peut-être raconter sur les derniers mois, ce qui nous est arrivé, c'est qu'à un moment donné, tu m'as dit, Élise, vous me coûtez cher et tu as bien fait de soulever le point, tu vois. Et du coup, on a pris les chiffres et on a regardé et en fait, on s'est rendu compte que voilà, on te faisait gagner 2,5 fois ce qu'on te coûtait. Et ça, c'est aussi dans les bénéfices financiers par rapport à ce qu'on propose. C'est que ça vaut la peine de mettre de l'argent dans ça. D'ailleurs, qu'on décide de se former soi-même, parce qu'on se forme soi-même pour les 10 années à venir. Donc, c'est de multiples fois remboursé ou même de déléguer, quoi. Non, c'est vrai. Bon, de toute façon, j'ai toujours été transparent sur ma chaîne. C'est vrai que pendant un moment, je me suis questionné sur l'utilité de faire du revenu management et est-ce du coût que ça a coûté à ma société et qu'est-ce que ça me rapportait. Et c'est vrai que tu as pu, grâce à bah, tes calculs, tes outils, etc., que tu m'as montré, effectivement, l'intérêt sur différents points et surtout d'un point de vue revenu, ce que ça pouvait m'apporter. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo pour qu'on puisse partager ça et que ma communauté, la communauté automatique BNB, puisse comprendre qu'il y a un intérêt de faire du revenu management, soit en se formant soi-même, soit en déléguant pour augmenter justement son revenu et son chiffre d'affaires. Et moi aussi, ce que je remarque, c'est aussi, on peut aussi avoir un chiffre d'affaires qui est identique aux années précédentes, mais que la marge augmente. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Par exemple, si, comme tu disais, on utilise des durées de séjour, si mes durées de séjour augmentent, eh ben, ça veut dire que j'ai moins de charges en face. C'est-à-dire, par exemple, moi, à chaque rotation, il y a des frais de blanchisserie. Si la personne reste 5 jours au lieu de 5 séjours d'un jour, et ben moi, j'ai 5 fois moins de blanchisserie à payer. Et ça, multiplié par 25 appartements sur 12 mois, bah, je peux avoir le même chiffre d'affaires, mais une marge qui a évolué. Donc, c'est vrai que tout ça, j'avais pas ça à l'esprit au début quand on a commencé ensemble, ou même quand j'ai appris à connaître ce que c'était le revenu management. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Ce que je trouve difficile, en fait, dans le revenu management, c'est que
Euh, il y a tellement enfin, ça joue sur tellement de variables que c'est difficile au début de comprendre tout l'intérêt qu'il y a sur toutes les différentes variables sur lesquelles ça joue. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, ça me semblait important. Et donc, bah, pour ceux voilà, qui écoutent cette interview, voilà, vraiment regarder toutes ces variables, vous allez voir, vous pouvez avoir le même chiffre d'affaires, mais une augmentation de votre marge, ou à l'inverse aussi augmenter vos revenus, votre chiffre d'affaires. Donc voilà, il faut vraiment regarder tout ça parce que ça joue sur différentes choses. Et justement, j'avais des questions, on va dire, plus concrètes, enfin aussi concrètes. Il y a des, Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, voilà, certaines personnes que j'accompagne veulent, par exemple, sur les frais de ménage, est-ce que les frais de ménage, tu penses qu'il faut les intégrer dans le prix comme un hôtel et c'est ce qui ferait que ça se loue mieux ou ça se loue moins bien? Est-ce que, ben, comme c'est rentré peut-être dans les mœurs, rajouter ces frais de ménage en dehors des frais de la nuitée et comme ça amène une certaine transparence? Est-ce que ça, voilà, tu as des conseils à donner? Puis j'avais une autre question, c'était sur les prix par personne supplémentaire. On voit des loueurs qui louent par exemple pour 4 personnes un T2, qui louent au même prix qu'on loue pour 2, 3 ou 4 personnes, et à l'inverse, d'autres personnes qui, dès la troisième personne, font un tarif supplémentaire. Est-ce que voilà, tu as des conseils à nous donner pour ça? Est-ce que pour toi, c'est des erreurs ou est-ce que pour toi, justement, c'est intéressant à mettre en place pour augmenter son chiffre d'affaires assez facilement? Oui, tu as raison, c'est des bonnes questions. C'est vrai que beaucoup de gens se posent ces questions-là. Pour répondre aux frais de ménage, alors, chez J'affiche complet, nous, on va mettre des frais de ménage en dehors du montant. C'est vrai qu'on pourrait avoir une politique un peu hôtelière où on se dit, j'inclus ça dans le séjour. Parfois, pour étayer le besoin de faire ça, certains me disent, bah ouais, mais j'ai des gens qui me négocient les frais de ménage. Au final, il y aura toujours, moi je pense, des gens qui vont négocier les frais de ménage. Il y a toujours des gens qui déjà, soit qui sont de toute façon d'invétérés radins, soit des gens qui tentent. Voilà, ils sont comme ça dans la vie, ils ont raison et ils essayent. Ils demandent, on leur dit oui, on leur dit non, mais en tout cas, ils demandent. Du coup, ça fera toujours partie du paysage. Et la vertu que je vois à mettre des frais de ménage en plus du prix à la nuitée, c'est que quand on rentre dans une démarche justement de revenu management, de faire évoluer son prix en fonction des périodes, etc., pour prendre soin de sa rentabilité et se donner, entre guillemets, des garde-fous sur la rentabilité, je trouve que c'est assez vertueux de se dire, ben voilà, j'ai mes frais de ménage qui sont pris en charge, voire même si vous êtes gestionnaire ou une conciergerie, ben, vous avez la prise en charge plus une marge sur les frais de ménage. Et après, par ailleurs, sur le séjour, vous allez faire cette fluctuation tarifaire et ce revenu management. Parce que sinon, je trouve que c'est plus opaque, c'est plus difficile de bien souvenir de attention, je fais fluctuer mes prix, mais j'ai quand même X euros à prendre en charge sur le ménage, etc. Je trouve que c'est un faux ami et que le préjudice potentiel, il est assez haut par rapport au bénéfice de plus avoir une fois par semaine Pierre-Paul Jacques qui vient négocier les frais de ménage, quoi. Donc voilà, par rapport aux frais de ménage, c'est ma conviction et c'est vrai que c'est ce qu'on met en place chez J'affiche complet pour être sûr d'être vraiment au taquet sur ce point-là. Et la deuxième question que tu avais, c'était à propos Personnes des... supplémentaires. Ah ouais, c'est ça, merci. Tu fais bien de soulever le point parce que ça, c'est une des choses qui sont importantes à mettre en place. C'est vrai que c'est dommage, et nous, on ne met pas en place comme ça chez J'affiche complet, c'est dommage de mettre un prix pour toute la capacité. On va prendre un exemple assez évident. Si par exemple, on a un appart qui est pour 6 et que ça peut commencer à partir de... qu'on peut loger 2, 4, 6 personnes, dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est de commencer son prix sur un nombre de personnes inférieur. Pourquoi? Parce que du coup, sinon, on va se dire, je mets mon prix pour 6 personnes tout le temps, toute l'année. Sauf qu'en période de faible demande, ben, c'est peut-être dommage parce que peut-être qu'on serait prêt à accepter pour un prix inférieur des gens qui viennent à 4 seulement plutôt que de rester vide. Donc, c'est pour ça que nous, on va toujours construire nos grilles de prix sur un nombre de personnes inférieur. On va se dire, sur les périodes faibles, on commence avec un prix plus attractif pour 4 et après, on met un montant par personne additionnelle. Et par contre, sur les périodes fortes, le prix qu'on aurait souhaité pour 6, on va le mettre pour 4 avec un montant par personne additionnelle. Ce qui nous permet de ne pas perdre d'argent sur les périodes fortes et ce qui nous permet aussi d'être plus attractif sur les périodes faibles et de se dire, ben, on préfère que ce soit parti pour 4 plutôt que que ça reste totalement vide, quoi. Et est-ce que justement, tu as un nombre à nous donner, un chiffre? Est-ce qu'il faut augmenter de 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros par personne supplémentaire? Ou est-ce que voilà, ça dépend de différentes variables? Ou est-ce qu'il y a un prix fixe à mettre? Ouais.
Alors ça, il y a deux politiques. Très bonne question. Tu mets le doigt que sur des bonnes questions. C'est pas pour, Les questions que c'est je pas me pour suis mettre déjà les doigts, posées ça, et que hein, je me mais pose encore, hein, donc c'est pour ça que ouais. c'est important. Ah, c'est top, c'est top, c'est des bonnes questions. Du coup, en effet, il y a deux politiques dans ces cas-là. Il y a les gens qui vont. D'ailleurs, je m'excuse par rapport aux gens qui nous regardent, par rapport au bruit. Vous l'aurez compris, j'ai une petite de 2 ans qui est en pleine crise des 2 ans, là. Donc voilà, je suis désolée pour la gêne que ça peut occasionner. Du coup, il y a deux politiques. Soit il y a des gens qui vont se dire, je mets un montant important ou je mets plutôt un petit montant. C'est vrai que nous, chez J'affiche complet, on va plus avoir la politique de se dire je mets un petit montant, quitte à ce que, si je reprends mon exemple de pour 4 et pour 6, quitte à ce que pour 4, on mette un prix peut-être un peu plus haut sur les fameuses périodes fortes, mais après, on va mettre seulement plus 5 euros par personne en plus. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous mettez des prix trop élevés, plus 10 ou plus 15, parfois quand on reprend certains calendriers, on voit du plus 15. Le problème, c'est que vous allez avoir des grilles de prix qui sont très longues, très larges. Vous allez, par exemple, si on mettait plus 15, entre 4 et 6, on se retrouverait avec 30 euros de différence. Et la seule chose, c'est que sur un certain nombre de villes, c'est vrai dans beaucoup de villes, on se retrouve à en fait aller grappiller sur le prix du type de bien du dessus. Donc, si vous avez un écart de 30 euros à la nuitée entre 4 personnes et 6 personnes, parce que vous avez un T3, par exemple, vous pourriez vous retrouver à proposer un prix T4 pour 6 personnes, alors qu'en fait, les gens qui sont 6, si c'est le même prix qu'un T4, ils vont clairement aller dans un T4. Et donc là, vous n'avez plus de chance de vendre pour 6 personnes. Donc, on préfère avoir des grilles de prix beaucoup plus condensées, quitte à ce que notre prix de démarrage soit plus haut. Ok. Et donc, tout à l'heure, un peu, tu parlais de conciergerie. C'est vrai que quand on pense revenu management, on pense, voilà, j'ai mes propres appartements où je fais de la sous-location professionnelle et donc j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a un intérêt, quand je suis une conciergerie, d'utiliser et de faire du revenu management? Est-ce que ça a un intérêt commercial et est-ce que ça a un intérêt pour mes clients? Ouais. Alors oui, en effet, ça a un intérêt pour la conciergerie et pour le dirigeant de conciergerie. Ça peut être aussi une personne qui a une agence immobilière et qui fait de la gestion d'appartements en courte durée, ou ça peut être le sous-loueur professionnel qui a vraiment un portefeuille étoffé et qui fait ça en activité professionnelle. Quand on est gestionnaire pour des propriétaires, on a plusieurs choses. Alors déjà, c'est qu'on a une vie chargée comme jamais, hein. Quand on dirige une conciergerie, il y a toujours un truc, c'est la folie, on est par Mons et par Vaux constamment. Donc souvent, c'est très difficile de pouvoir se poser sur la performance financière des apparts. C'est le truc qu'on fait le soir à 23 heures, se dire, bon, attends, comment ça se vend, etc. Qu'est-ce que je mets sur mon calendrier? Est-ce que je change les prix et tout ça? Donc c'est très dur d'avoir du temps pour ça. Donc, avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous épaule, qui intègre votre équipe et qui vous épaule sur ce sujet-là, c'est ultra précieux. Ça vous rend plus réactif, plus percutant sur les stratégies mises en place et ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires des appartements. Maintenant, il y a d'autres bénéfices aussi induits par ça. Au-delà du fait de gagner du temps et d'augmenter le chiffre d'affaires des appartements, c'est que du coup, vous avez aussi un argument commercial en plus dans la prospection commerciale avec les prospects propriétaires d'appartements, parce que on connaît tous les grosses startups parisiennes, elles vont dire qu'elles ont une équipe qui s'occupe de ça. Quand on est dirigeant de conciergerie, qu'on est seul avec des indépendants qui nous aident pour le ménage ou qu'on fait soi-même le ménage, c'est difficile d'avoir les mêmes arguments. Sauf si du coup, voilà, vous souscrivez à un service et vous pouvez dire au propriétaire, j'ai une équipe et j'ai notamment dans mon équipe un expert qui s'occupe de ça. Donc, soyez rassurés sur la performance financière des appartements que vous me confiez. On est des experts et on sait gérer ça, quoi. C'est beaucoup plus garanti que sinon. Et puis, il y a un autre point positif, c'est la satisfaction propriétaire. Et ça, c'est aussi un retour qu'on nous fait des conciergeries, c'est que les propriétaires sont épatés des prix qu'on leur met et que ça se vende, quoi. Donc, c'est des propriétaires qui sont contents parce qu'eux-mêmes, ils voient les chiffres augmenter avec votre société plutôt qu'avec une autre, quoi. Et justement, est-ce que tu as des chiffres à nous partager? Enfin, c'est peut-être difficile, mais des moyennes, je ne sais pas, entre une conciergerie qui n'utilisait pas de revenu management et puis après une conciergerie qui utilisait à peu près une moyenne de chiffre d'affaires supplémentaire par propriétaire ou parmi les sous-loueurs ou les propriétaires d'appartements que tu accompagnes, voilà. Quel chiffre tu pourrais nous partager s'il y a des chiffres qui sont partageables justement?
Oui, alors justement, là, je vais faire en fin d'année, je vais faire un grand calcul sur tous mes clients de combien on leur a fait gagner de chiffre d'affaires en plus. Donc, je ne peux pas te dire que je l'ai déjà fait parce que ce n'est pas le cas. Je ne l'ai pas encore fait. Mais ce que je remarque, c'est que, alors déjà, évidemment, il y a des apparts sur lesquels on fait des trucs de fou. Euh, je pense notamment à un appart, c'était un studio dans une ville plutôt, on va dire, sud-ouest, parce que souvent on me dit de ne pas mentionner les villes. Donc, sud-ouest et sur lequel on a fait x3. Enfin, le propriétaire, il est tombé de sa chaise. Et après, dire qu'on fait x3 sur tous les appartements, ce serait mentir, évidemment, parce que c'est pas possible de faire ça partout. Ça dépend aussi comment c'était géré avant. Mais du coup, globalement, ce que je remarque, c'est qu'on fait au minimum plus 10 à plus 20%, voire plus 30%. Et justement, c'est pour ça que je vais faire le calcul en fin d'année pour avoir un chiffre ferme à dire aux gens, voilà, on fait entre temps et temps et au minimum temps, quoi. Ok. Donc, au moins, on va dire, enfin, minimum peut-être 10% si on fait bien les choses, d'augmentation Oui, de oui. chiffre d'affaires. Ah, mais c'est important Au parce grand que minimum. Ouais. si je suis une conciergerie, et je peux dire, voilà, nous, on est peut-être un peu plus cher que nos concurrents, mais voilà, nous, on ne peut pas vous promettre ou vous garantir, mais on met tout en place pour au minimum vous ayez 10% de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc après, ça permet aussi d'être un argument commercial, je pense, qui est important. Et puis pour les sous-loueurs ou pour ceux qui font également de la location courte durée avec leurs propres apparts, ça permet également d'avoir ça en tête. Et justement, à partir de quel moment je me dis, voilà, bah, j'étais sur Price Labs, maintenant il faut que je me forme au revenu management. Et à partir de quand je me dis, bah, ça vaut plus la peine d'être formé, mais plutôt de déléguer. Est-ce qu'il y a des seuils, de certain nombre d'appartements ou autre, ou un certain chiffre d'affaires qui fait que bah là, c'est intéressant de passer le cap d'avant, enfin d'après, et justement que tant qu'on n'a pas passé ces seuils-là, ça sert à rien d'aller dépenser de l'argent sur une délégation alors que ça amènera pas derrière une satisfaction vu qu'on gagnera pas assez par rapport au prix du service, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que en général, jusqu'à voilà, 4-5 appartements, c'est une échelle qu'on peut gérer soi-même. Et donc, avec notre formation, c'est un ordre de grandeur qui est complètement gérable soi-même, si on a aussi par ailleurs des gens qui nous épaulent sur le ménage, etc. Et c'est voilà, à partir de 4-5 appartements, ça peut commencer à être intéressant de déléguer cette partie-là pour s'en servir comme tremplin. En fait, c'est un investissement pour s'en servir comme tremplin pour développer sa société si vous êtes soit développer sa société, soit aussi développer son patrimoine. Parce que si vous êtes une conciergerie, ça va vous aider justement à dégager du temps pour pouvoir prospecter, utiliser ça en argument commercial auprès des prospects, donc développer votre conciergerie, votre activité de gestionnaire de biens. Et puis, si même c'est à titre perso, et que vous avez des grosses ambitions d'investissement personnel, le fait de déléguer, ça permet aussi de rassurer les banques, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais avoir une activité la plus rentable possible, mais ça permet aussi de montrer aux banquiers que vous avez su créer un écosystème vertueux, que vous avez quelque chose qui est financièrement performant, mais surtout qui tient la route si vous continuez à investir avec la confiance qu'ils vous accordent. Donc tout ça, ça va vous permettre de continuer à vous développer si vous souhaitez le faire. Et nous, on a des clients, par exemple, qui sont en fait des particuliers qui investissent seuls ou avec d'autres investisseurs et qui, du coup, investissent en nom propre, mais se développent comme ça en créant un écosystème, donc en nom propre, mais qui leur permet de continuer, quoi. Et donc justement, un peu pour terminer cette interview, comment on fait bah voilà, pour devenir client auprès de Jaffiche Complet? Comment on fait pour te contacter si on ne te connaissait pas avant cette interview? Comment on fait pour voir si ma situation correspond à ce que tu proposes comme service et comment on fait pour en discuter avec toi? OK. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, si vous souhaitez vous former, on a deux options. On a la formation en ligne. Peut-être qu'on pourra mettre le lien en dessous si vous souhaitez regarder ce que c'est. Et on a aussi du coaching individuel. Et si vous souhaitez déléguer cette partie-là, en effet, il faut. Mais dans tous les cas, d'ailleurs, ça peut être sympa qu'on parle de votre projet en particulier. Peut-être qu'on peut mettre le lien. On pourra mettre un lien pour prendre rendez-vous avec moi, si tu veux. Euh, à ce Ce qu'on moment-là, fera, ce que je c'est vous demanderai, que c'est sous la vidéo, on mettra dans ces cas-là, si tu le souhaites, ta formation et puis ceux qui veulent même échanger pour savoir si la formation correspond à leur projet ou s'ils veulent aller plus loin, bah, ils prendront rendez-vous avec toi. Je mettrai sous la vidéo.
Et puis comme ça, tu seras la plus à même de savoir si les projets collent par rapport à tes services. Exactement. Et ce qui est important, si vous prenez rendez-vous du coup sur le lien qu'on mettra en dessous, précisez-moi bien que vous venez de la part de Nicolas, que vous avez vu cette vidéo, que je tombe pas des nues en voyant des rendez-vous comme ça. Et je me dis, mais que se passe-t-il? Donc, indiquez-moi bien, voilà, je viens de la part de Nicolas, j'ai vu la vidéo que vous avez faite, l'interview, et, euh, et voilà, et on s'en parle avec plaisir, et on va voir si on peut vous aider ou pas, et si oui, qu'est-ce qui serait le plus utile pour vous au tenter, quoi. Ok, ben un grand merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'ai l'habitude de laisser le dernier mot à ceux que j'interviewe, donc ben, avant de te laisser le dernier mot, pour ceux qui s'intéressent à cette chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche qui est sous cette vidéo pour être averti des prochaines sorties. Indiquez-nous dans les commentaires si vous utilisez déjà le revenu management ou si vous ne l'utilisez pas et pourquoi, afin qu'on puisse un peu débattre et échanger à ce sujet. Et puis, bah, je te laisse le dernier mot. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaites dire à la communauté automatique BNB suite à tous nos échanges qu'on a pu avoir ce jour? Écoute, je pense que le dernier mot, ce serait vraiment de dire que le revenu management, c'est aujourd'hui un incontournable et que si vous décidez, peut-être pour plein de bonnes raisons, de ne pas vous y mettre aujourd'hui, en fait, c'est vos concurrents qui vont vous mettre un coup de pied aux fesses parce que tout le monde, c'est tellement un standard de plus en plus, donc vous allez vous faire rattraper par la concurrence qui s'y met très vite et du coup, ne ratez pas le train en marche et il faut s'y mettre maintenant parce que sinon, bah, en fait, on va de plus en plus dégrader la performance parce que les autres s'y seront mis. S'y seront mis. Ah bah, le dernier mot de la fin, il est pas très français, hein. C'est pas grave. C'est c'est ça le fait d'être dans l'authentique. Donc, bah, un grand merci à toi. Merci pour les pépites que tu as partagées aujourd'hui.